Bonjour Madame la sénatrice. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour. Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre établissement que je découvre avec beaucoup de plaisir. Alors oui, je me présenterai rapidement, Samantha Casbonne. Je suis sénatrice actuellement donc dans mes fonctions, mais j'ai été précédemment députée aussi, donc parlementaire sous une autre forme à l'Assemblée nationale. Et ensuite, dans ma carrière dans l'éducation pendant 25 ans, d'abord comme professeur et ensuite comme chef d'établissement, proviseur, et à la fois au Maroc et en Espagne, où je continue à vivre. Très bien. Comment êtes-vous devenue femme politique? Comment Tout d'abord, en m'intéressant dans ma vie personnelle, déjà, à la politique d'une manière, j'ai envie de dire, globale, à la fois la géopolitique et à la fois la politique de mon pays, c'est-à-dire la France. Et puis, si j'ai décidé de m'engager en 2017 en politique, c'est pour la nouvelle offre que permettait le président de la République actuel, c'est-à-dire ni une pensée de gauche, ni une pensée de droite, mais plutôt une pensée qui ouvre la possibilité de prendre des mesures qui nous paraissent intéressantes, plutôt avec une dimension sociale reconnue plus à gauche et une dimension une dimension libérale reconnue plus à droite. Moi, je ne m'incarnais pas particulièrement dans une politique de gauche ni une politique de droite, mais j'aime bien prendre des idées de droite et de gauche que je trouve intéressantes. Et du coup, cet engagement politique est né d'abord de cette proposition qu'a fait le président de la République actuelle, qui était candidat à l'époque, et ensuite cet appel à la société civile et aux femmes en particulier. Et je me suis sentie concernée lorsque le député à l'époque de la circonscription, nous étions rencontrés, d'abord un peu par hasard, et puis ensuite parce que nous trouvions un intérêt, puisque lui-même était engagé auprès du président de la République actuelle. Et à partir de là, voilà, j'ai souhaité m'engager en politique pour défendre et des valeurs républicaines, parce que les extrêmes, moi j'y suis opposée. Enfin, c'est pour moi aussi de là que naît mon engagement politique. Donc lutter contre les extrêmes, avoir une pensée beaucoup plus consensuelle et surtout, je dirais aussi faire vivre les Français de l'étranger au sein du Sénat aujourd'hui et de l'Assemblée nationale, parce que je considère que nous sommes assez mal reconnus, entendus, alors que nous sommes extrêmement, là encore, proactifs à faire vivre la France à l'étranger, et que nous avons donc aussi des droits à faire respecter et à faire entendre, même si nous avons aussi des devoirs comme tout citoyen français. En quoi consiste le travail d'une sénatrice? Alors, ma fonction en fait se résume en 3 points, mais j'ai envie de dire beaucoup plus, mais je vais le résumer en 3 points. D'abord, voter les lois proposées par mes collègues parlementaires, ou bien des projets de loi qui sont, eux, déposés par le gouvernement. On les amende, c'est-à-dire qu'on change parfois certains termes du texte, mais sans créer de charge. C'est-à-dire que lorsqu'une loi est proposée, elle doit être financée par de l'argent public. Autrement dit, elle ne doit pas apporter une charge supplémentaire, du moins dans les amendements que nous déposons, ou sinon il faut le compenser par un peu les vases communicants d'un budget d'État. Donc on est là pour amender les textes, c'est-à-dire faire en sorte qu'on parte d'un texte d'origine et le parlementaire peut amener des variantes, voilà, pour faire court. Il vote les lois, il peut en proposer. Moi, j'ai proposé une loi qui a été votée au Sénat et reprise intégralement par l'Assemblée nationale, qui l'a votée également à l'unanimité. Si vous, un jour, changez de pays et décidez d'aller continuer vos études dans un lycée français à l'étranger, eh bien vous aurez des professeurs formés dans des instituts régionaux à l'étranger. Vous penserez à moi, puisque c'est moi qui suis à l'origine de cette loi, par exemple. Voilà, donc, et enfin, dernier point, contrôler l'action du gouvernement, c'est-à-dire qu'on peut convoquer en tant que parlementaire aussi au sein du Sénat ou de l'Assemblée nationale en commission des ministres et leur demander des explications si nous souhaitons avoir des éléments d'information sur telle ou telle mesure prise, parce que nous représentons nos compatriotes, autrement dit nous représentons les Français,
et en leur nom, nous pouvons contrôler l'action. Ça, c'est à Paris. Après, ma circonscription, c'est le monde, donc je peux me déplacer, rencontrer mes compatriotes à l'étranger, où je le souhaite et où ils souhaitent me voir. Est-il plus compliqué d'être une femme politique qu'un homme politique? Et à quelles difficultés, à quels problèmes peut-on être confronté à l'heure actuelle? Alors moi, je ne me suis jamais considérée comme une victime au sens d'être une femme qui a moins de possibilités. Mais par contre, une fois que j'ai dit ça, le pragmatisme de la vie quotidienne nous amène effectivement à être plus en difficulté que les hommes pour nous engager en politique. Tout simplement parce que souvent la charge de l'éducation des enfants revient à la femme. Et que par conséquent, si on n'a pas autour de soi une organisation familiale qui permette de s'engager en politique, c'est-à-dire conjoints qui prennent en charge ce rôle-là, ça devient plus compliqué pour une femme que pour un homme. Parce que par tradition, j'ai envie de dire, et c'est malheureusement partout dans beaucoup de pays, la charge revient aux femmes. Même si on peut considérer que c'est aussi un plaisir, mais c'est aussi une charge. Donc ceci étant dit, oui, c'est plus compliqué factuellement, mais il faut que les femmes se préservent de tous les préjugés. Parce que ce qui au fond est peut-être le plus difficile, c'est de vivre le préjugé assez facile de dire, eh bien, comment ça, tu es une maman et t'es pas auprès de tes enfants, tu fais de la politique? Ben oui, je suis une maman aimante qui s'occupe de ses enfants, mais je fais aussi de la politique. Et ça, c'est une justification que je dois apporter assez régulièrement. Bon, ça me touche plus, je la fais, je le dis avec un franc-parler qui me caractérise, c'est-à-dire que les gens en général vont pas plus loin, mais néanmoins, il faut quand même être solidement constitué pour ne pas avoir cette charge mentale qui ferait que on vous fait comprendre qu'en gros, vous pourriez être une mauvaise maman parce que vous faites de la politique plutôt que de vous occuper de vos enfants. Donc, ça peut être un peu plus lourd. Voilà. Mais moi, j'ai décidé que ça ne me toucherait pas parce que je m'occupe de mes filles, je suis proche d'elles, je les appelle tous les soirs, je suis peut-être pas tous les jours avec elles, mais néanmoins, l'amour que je leur donne est sincère et il est, je dirais, à chaque fois exclusif à leur égard. Donc, c'est notre manière de vivre en famille. Et tout le monde s'y retrouve, pour l'instant en tout cas, bien. Depuis 2021, vous êtes, comme vous nous l'avez expliqué, sénatrice Renaissance pour les Français et les Françaises établis hors de France. Mm-hmm. Qu'y a-t-il de particulier à représenter des Français et Françaises vivant à l'étranger? Alors, d'abord, le Français de l'étranger n'a pas les mêmes attentes qu'un Français sur le territoire national. Ces problématiques sont liées, on va dire, à 3 gros sujets. L'éducation, les affaires consulaires et je vais dire fiscalité, santé, retraite, à peu près à part égale. Donc moi, mon engagement auprès de ces Français-là, il tient au fait que ce sont des Français plus autonomes qu'en France en matière d'attente de services publics. Donc déjà, moi, c'est un esprit qui me va bien parce que je pense que quand on vit à l'étranger, on a cette capacité souvent à se débrouiller par nous-mêmes parce que y a que les Français souvent qui ne prennent pas conscience de tout ce qu'ils ont en France et quand on part, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins dans les pays en matière d'assistance, en matière d'aide, en matière... bref. Et du coup, mes compatriotes français de l'étranger ont cette particularité d'être... je trouve, beaucoup plus lucide déjà de ce qu'apporte la France d'une manière générale. Alors après, du coup, ça crée une relation, moi, que j'apprécie beaucoup et à les défendre, en tout cas, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est que je m'impose, du fait qu'ils soient moins exigeants par ailleurs, à être exigeante pour eux et défendre de manière, on va dire, assez virulente parfois, leurs droits, parce que je considère que comme on a un peu moins que les autres, français, eh bien, on peut être un peu plus revendicatif. Donc ça, déjà, moi, c'est mon engagement. Je les représente à travers le monde quand j'ai la chance de pouvoir aller les rencontrer. C'est pas toujours facile, parce que le monde est vaste, comme vous l'imaginez tous. Mais à la fois, pour moi, c'est quelque chose qui est très enrichissant d'aller rencontrer cette communauté française avec ces cultures avec lesquels ils sont imprégnés, je dirais, aujourd'hui, d'échanger. Et tu vois, par exemple, un sujet qui a défrayé l'actualité sur les retraites,
pour moi, ça a été très enrichissant d'aller les rencontrer à travers le monde, de comprendre les systèmes des retraites auxquels eux allaient bénéficier, par exemple, lorsqu'ils avaient travaillé dans un pays qui n'était pas la France, et de comprendre comment les politiques de ces différents pays ont agi pour faire passer certaines réformes. Donc leur expérience m'a été très profitable pour ensuite, éventuellement, pouvoir défendre certaines positions ou au contraire demander à ce qu'on prenne un peu de recul sur d'autres. Voilà. Donc c'est cette inspiration internationale qui me plaît beaucoup en tout cas. Depuis hier, vous honorez la SAR de votre présence. Connaissez-vous déjà la SAR et si ce n'est pas le cas, qu'avez-vous eu le temps de découvrir? Alors non, je ne connaissais pas, mais je dois dire que c'est toujours un petit pincement au cœur de venir en Allemagne parce que ça a été la langue, finalement, la première langue que j'ai appris, l'allemand, et je garde des souvenirs de mes années collège, plus que lycée d'ailleurs, avec beaucoup d'attachement. Et tu vois, j'ai revu mon professeur d'allemand 30 ans après, il y a quelques semaines, et je dois dire que cette langue allemande qui est peut-être un peu plus compliquée que la langue anglaise, enfin en tout cas moi je l'ai considérée comme telle, eh bien avait aussi cette capacité à créer, en tout cas en France dans les années 70, puisque moi je suis de 1971, eh bien un lien un peu plus fort, puisque nous étions tous dans la même classe pendant un certain nombre d'années, et du coup je garde un attachement à mes camarades qui ont reçu cet enseignement allemand et de fait aussi à ce pays qui est l'Allemagne, parce que ça a été le premier pays dans lequel je me suis rendue, je me souviens en 5e, pour découvrir avec des correspondants, ma correspondante allemande, je m'en souviens encore très très bien. Donc en fait j'ai un attachement à ce pays et je suis contente de revenir un certain nombre d'années après. Alors c'est vrai que moi je vis en Espagne, donc je ne suis pas revenue fréquemment, mais là, j'ai fait l'ensemble quasiment des établissements français. Donc, j'ai traversé plusieurs Länder. Et tu sais, et pour la petite anecdote, je vis aussi en Espagne, aux Baléares, où il y a beaucoup, beaucoup d'Allemands. Donc, ça me permet aussi d'en rencontrer très fréquemment. Donc, je garde toujours, tu vois, quoi qu'il arrive, où que je sois, et pas forcément que en ça, eh bien, un contact avec l'Allemagne. Et si je ne me trompe pas, il s'agit de votre première venue au lycée franco-allemand de Sarrebruck, qui se trouve dans les murs d'un bâtiment édifié par un disciple de Le Corbusier. Quelle a été votre première impression à la découverte de notre école? Première pour moi, pour un lycée franco-allemand, puisque je suis déjà passée par Hambourg, même s'il a tendance à ne pas être encore totalement, pour toutes les cohortes, un lycée franco-allemand, mais j'apprends énormément et ça m'enrichit beaucoup, beaucoup en tout cas, d'apprendre ces particularités, et j'étais vraiment très intéressée du retour d'expérience des élèves qui m'ont expliqué à quel point ils étaient attachés à cette école et la façon dont, au fond, les enseignants travaillaient ensemble, l'horizontalité dans l'enseignement, l'inspiration allemande, l'inspiration française, eh bien pour eux était vraiment une richesse et je trouve que évidemment que cette déclinaison du franco-allemand est non seulement à maintenir, mais à continuer, à faire perdurer encore des décennies et des décennies. Donc je serai désormais défenseur aussi des lycées franco-allemands. Donc merci encore de m'avoir fait venir et de m'avoir ouvert les yeux sur cette réalité que je ne connaissais pas, il faut bien le reconnaître, il y a encore quelques mois. Ce matin, vous avez rencontré différents membres, acteurs et actrices de notre communauté sociale. Qu'est-ce qui vous a particulièrement manqué ? Alors moi d'abord, qu'est-ce que ça m'a particulièrement apporté? C'est évidemment de pouvoir comprendre le fonctionnement d'un lycée franco-allemand, de voir l'articulation entre... C'est pas facile hein, de faire vivre deux nationalités dans un même lieu, deux cultures différentes, deux approches pédagogiques différentes. Donc moi je trouve toujours très admiratif de la façon dont les gens travaillent ensemble, particulièrement les élèves aussi, parce qu'il faut apprendre hein, à se confronter avec deux cultures, les professeurs qui ont des approches
parfois différentes et un regard sur leur profession différent. Pareil pour des chefs d'établissement. Donc pour moi, les écouter, regarder la façon dont ils ont trouvé des compromis, des consensus, je me dis donc c'est possible, c'est bien et ça fait vivre l'amitié aussi franco-allemande, tout cela. Donc moi je suis d'autant plus contente que nos deux nations puissent à travers ces lycées vivre en harmonie, trouver des consensus parce qu'on n'a pas toujours les mêmes approches et puis continuer à avancer et voir l'avenir ensemble. C'est fondamental pour l'Europe. Les 566 établissements de l'AEFE sont réputés pour leurs excellences éducatives, leur plurilinguisme et leur ouverture sur le monde. Les lycées franco-allemands ont un atout supplémentaire, à savoir le bilinguisme et la biculturalité franco-allemande. Quel rôle sont les établissements jouent, selon vous, actuellement au sein du réseau et quel rôle seront-ils amenés à jouer dans le futur ? Alors, très vite, ces établissements, en fait, ont un rôle, tout d'abord, d'éducation. D'accord ? C'est leur première vocation, éduquer des enfants au modèle français, puisque c'est le choix que font les familles. D'accord ? Mais moi, je suis très fière en tant que Française de savoir, par exemple, que des Espagnols ou des Allemands, des Congolais et tous les pays du monde, australiens, eh bien, font le choix d'éducation française. Ça veut dire qu'elle est reconnue. Alors, on n'est jamais aussi critique en France qu'en France, et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que c'est reconnu comme un modèle d'excellence à l'étranger. Donc déjà, je trouve que ça questionne un petit peu souvent sous cette capacité qu'on a en France à ne pas voir aussi la richesse que nous avons de notre modèle d'éducation. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, il est important de savoir que ces lycées français jouent aussi un rôle d'ambassadeur pour la France. Enfin, les élèves, bien sûr, mais aussi ces établissements, puisqu'ils permettent de dire, regardez, nous avons un modèle d'excellence, nous formons aussi beaucoup des enfants des pays nationaux, nous ne formons pas que des franco-français, hein. On forme aussi des élèves de nationalité tiers, hein, pour faire un grand schéma, mais c'est un tiers de français, un tiers de nationaux, c'est-à-dire du pays dans lequel on se trouve, et puis des pays tiers, c'est-à-dire des Allemands dans un lycée français en Espagne, par exemple. Donc ça aussi, parce qu'on permet une continuité à travers le monde. Quand on a des parents expatriés, ça permet d'aller partout à travers le monde et de recevoir la même éducation. Et donc, en cela, Edune, c'est une fierté. C'est aussi ce qu'on appelle un élément d'utiliser un anglicisme, mais de soft power, c'est-à-dire que plutôt que de passer pour s'imposer dans un pays par parfois des manières de fonctionner un peu plus difficiles, enfin dans des rapports humains, là, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'éducation ? Je veux dire, on arrive par la plus belle porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on nous ouvre des portes à notre modèle d'éducation, on forme des jeunesses avec parfois 2 cultures, même parfois 3 cultures, même encore plus. Et ça, finalement, c'est ce qu'on prend de meilleur de la France aussi. Voilà, donc à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à rayonner, ça sert à montrer le savoir-faire français, et ça sert surtout aussi, un jour, à avoir ces élèves qui seront passés par le cursus français, de les voir revenir peut-être aussi en France, de travailler avec des Français, et de continuer à avoir des relations amicales avec la France. Le 22 janvier 2023, nous avons fêté les 60 ans du traité d'Élysée, appelé couramment le traité de l'amitié franco-allemande. Qu'est-ce que l'amitié franco-allemande est pour vous ? Alors moi, j'ai envie de dire, je l'ai connu dans ma jeunesse déjà, à l'époque, puisqu'il fallait réconcilier nos deux nations. Moi, je me souviens, qu'est-ce que ce traité à titre personnel, par exemple, déjà eh bien, c'était pour des familles françaises qui ont été aussi traumatisées, comme des familles allemandes, eh bien, de se faire confiance par la langue. Et moi, je me souviens, lorsque mes parents ont choisi pour moi que je reçoive en première langue la langue allemande, avec tout ce que ça avait, hein, comme je le disais tout à l'heure, comme connotation, c'est-à-dire des déplacements en Allemagne, ça a été un gros travail dans ma famille de faire accepter l'idée que je pouvais étudier l'allemand, aller en Allemagne, nous réconcilier avec l'Allemagne aussi par cela. Donc qu'est-ce que ce traité-là ? Eh bien moi, vraiment ce que je retiens, c'est ce traité d'amitié, et ce qui fait qu'on a tissé des liens qui sont désormais des liens forts entre nos deux nations, à travers la langue, à travers le respect que nous nous portons, et surtout à travers cette vision d'avenir que nous partageons au sein de l'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, force est de constater que l'amitié entre les peuples ne va malheureusement pas toujours de soi.
Est-ce que les lycées franco-allemands devraient ou pourraient, selon vous, servir de modèle à l'avenir pour un monde pacifique? Vaste question, ce sera compliqué d'y répondre en peu de temps. En tout cas, ils y contribuent clairement à leur manière, puisque apprendre à se connaître, c'est apprendre à se respecter et à ne pas se défier déjà. Donc plus il y aura des modèles comme celui-ci, plus effectivement on pourra considérer qu'on met toutes les chances de notre côté pour ne pas se défier, se confronter et parfois se battre. Donc oui, on ne peut aller que dans le sens d'une éducation pacifique qui amène justement à unir deux nations et plus, si besoin, comme, pardon de le dire aussi, mais des écoles européennes, des écoles internationales à travers le monde. Donc on ne peut que se réjouir. Maintenant, est-ce que ça suffira? Vaste question. En guise de conclusion de cette interview, Madame la sénatrice, y aurait-il un message que vous souhaiteriez transmettre aux élèves du lycée franco-allemand de Saarbrück? Oui, d'abord, vous féliciter pour ce choix, parce que je trouve que c'est... alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou vos familles, mais enfin, quoi qu'il en soit, vous félicitez, parce que vous vous offrez déjà des chances exceptionnelles pour l'avenir, maîtriser des langues, être dans un environnement tolérant, ouvert aux autres, avec des cultures différentes. Donc, moi, je dirais que vous avez aujourd'hui toutes les chances pour bien réussir votre vie d'adulte, votre vie à la fois professionnelle, et bien, vive l'amitié franco-allemande. Un grand merci, Madame, et d'avoir accepté à répondre de mes questions. Écoutez, c'est un vrai plaisir, vraiment, vraiment, et c'est très sincère. Merci.